C'est vrai. Et maintenant, on va passer à notre sujet du jour. Certains enfants mangent peu, voire rien du tout. Et à la maison, le moment du repas devient un véritable cauchemar. Et les parents sont démunis, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors pourquoi certains enfants n'arrivent pas à manger? Comment surtout les aider à retrouver le chemin d'une alimentation plaisir? On en parle avec toi, Nathalie. Ah oui, puis on est vraiment ravis à la rédaction d'aborder ce sujet, probablement à ce point-là pour la première fois dans les maternelles. On va apprendre énormément de choses. Mais oui, ouais, absolument. Alors, quelques vrais faux, bien sûr, pour commencer. Alors, allez. vrai ou faux, il y a une correspondance entre la pâte à modeler et les plaisirs de la bouche, j'ai envie de dire. Vrai. Vrai. Vous situez ça au niveau de la bouche ou des pieds? La bouche. D'accord, ok. Restez dans l'émission. Alors, vrai ou faux, un bébé ne se laissera jamais mourir de faim? C'est la question de Sidonie. Vrai ou faux, plus on force, mieux ça marche au niveau de la nourriture? Je dirais faux. Ouais. Vrai ou faux, la mastication n'est pas au point avant l'âge de 7 ans? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, plus l'enfant sera suivi précocement sur ce sujet, plus le trouble se réglera rapidement? J'en suis sûre. Évidemment, si on fait cette émission, c'est justement pour vous alerter et éviter que les choses ne s'installent trop. On en parle ce matin sur le plateau des maternelles avec nos invités Perrine, Sandrine, Claire et la psychologue Véronique Leblanc. Au revoir, Laurent Benigni. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir, À bientôt sur le Laurent, plateau des merci. maternelles. À bientôt. À plus les amis. Tchuss. Salut! Bonjour Perrine, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous êtes la maman de 4 enfants, dont Gabin qui a 3 ans et demi et qui est nourri artificiellement depuis l'âge de 17 mois. Il ne peut manger pour l'instant que très peu de choses. Vous êtes inquiète mais vous restez quand même très positif. Merci d'être avec nous. Sandrine, bonjour. Vous êtes la maman de Janelle qui a 11 ans et qui est nourrie artificiellement depuis l'âge de ses 6 mois. Et grâce à un travail mené depuis des années, elle peut enfin se passer de cette nourriture artificielle durant le week-end, ce qui est un pas énorme, évidemment, pour elle, pour votre famille. Vous allez nous raconter tout ça. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Claire, bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous êtes la maman de Nikita. Il a 8 ans. Il a mis des années avant de pouvoir manger des morceaux. Aujourd'hui, il mange beaucoup de choses, même si tout n'est pas encore acquis. Vous allez nous raconter votre histoire. Merci. Véronique Leblanc, bonjour. On est ravis vraiment de vous accueillir parce que c'est grâce à vos travaux, à tout ce que vous faites, qu'on a eu la puce à l'oreille dans notre rédaction. Vous êtes psychologue à l'hôpital Robert Debré à Paris. Vous êtes spécialiste du trouble de l'oralité. C'est comme ça qu'on l'appelle. En gros, les enfants qui ne peuvent pas manger. C'est un peu rapide. Depuis quand vous travaillez sur ce sujet? Et j'ai le sentiment que vous êtes relativement peu à travailler sur ce sujet-là. Alors effectivement, c'est une longue histoire puisque j'ai commencé dans ce service il y a maintenant une quinzaine d'années qui accueillait des enfants en nutrition artificielle au long cours, c'est-à-dire des nutritions qui débutaient dès les premiers jours de vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque ces enfants étaient guéris de cette maladie, normalement, ils auraient pu être sevrés. Et mon chef de service de l'époque m'interpellait en me disant qu'est-ce que tu peux faire? T'es psychologue, ils mangent pas, ils sont sûrement anorexiques. Et moi, qui avais une formation de psychologue, je me suis dit, ces enfants ne sont pas du tout anorexiques. Il y a autre chose qui se passe pour ces enfants. Et grâce finalement à la fois, je dirais, à un travail de recherche, à un travail clinique, à l'écoute des mamans, l'observation des mamans et des enfants, on est sorti finalement de ce tout organique et de tout psy et est sorti de terre cette notion de trouble de l'oralité. Et il est vrai qu'actuellement, on est peu nombreux à travailler sur ce sujet, même s'il y a de plus en plus de professionnels qui s'y intéressent. Ouais. Et la grosse difficulté, c'est qu'en fait, même dans les structures où on peut accueillir ces enfants, il y a peu de moyens. Et on parle bien donc des enfants qui ne peuvent pas manger, et non pas des enfants qui ne veulent pas manger. Oui, je pense que c'est une vraie différence entre un enfant qui ne veut pas manger, qui sait manger, mais qui va, entre guillemets, utiliser l'alimentation pour faire passer des messages et donc qui ne va pas manger, et ces enfants qui, du fait de leur histoire, finalement, ne peuvent pas manger pour le coup. Perrine, vous êtes la maman de Gabin, il a 3 ans et demi et il est nourri artificiellement depuis ses 17 mois grâce à un bouton de gastrostomie. Ouais, c'est un mot un peu barbare. Ça fonctionne comment ce bouton? En fait, c'est par une opération anesthésie générale. Ouais. Donc on pose un genre de bouchon en plastique qui est relié directement à l'estomac et ça nous permet de brancher l'enfant, nous pour Gabin, pendant 10 heures. Sur 24 heures. Donc ça veut dire, Véronique Leblanc, que l'enfant est nourri. On décide de la période durant laquelle il va être nourri. C'est quoi le protocole? Comment ça marche? Alors il n'y a pas vraiment de protocole. En fait, c'est vrai que quand les enfants sont grands,
Pour des raisons pratiques de vie quotidienne, on va surtout les brancher la nuit, ce qui leur permet d'aller à l'école et d'avoir une vraie vie. Par contre, quand ils sont tout petits, justement en termes de prévention, puisque maintenant on fait de la prévention par rapport à ces troubles de l'oralité, on essaye d'être au plus près, quand c'est possible pour des raisons médicales, du rythme physiologique, c'est-à-dire on va les brancher comme sous forme de repas le matin, le midi, à 4 heures, le soir, qui va respecter finalement le rythme physiologique de l'alimentation. Perrine, jusqu'à l'âge de 8 mois, Gabin se nourrissait normalement ? En fait, on a commencé la diversification alimentaire un peu sur le tard, parce que le papa a des allergies alimentaires. Donc, on a introduit les aliments à la cuillère assez tard. Et là, on s'est aperçu que c'était pas facile pour Gabin de mettre à la bouche. Bon, il avait des constipations sévères, il y avait il y avait autre chose aussi, il y avait des vomissements, il y avait un mal-être à côté de ça. Et quand on arrive avec la cuillère, ça n'a pas marché, quoi. Comment vous réagissiez ? Est-ce que vous insistiez ? Vous deviez être un peu démunis quand même. On a essayé le maison, le mixer, le mouliner, on a essayé les petits pots et en fait ça prenait pas, quoi. Il refusait la cuillère. Alors qu'est-ce que vous disiez ? Il n'a pas faim, on n'arrive pas à le nourrir Il n'a pas faim, comme je disais, il avait des constipations quand même qui étaient sévères, donc on se disait, on était un peu sur ça, il était bloqué, donc on se disait il n'arrive pas à manger, puis on savait pas, quoi. On se posait un tas de questions, on s'est remis en question nous. Bien sûr. Est-ce que pourtant les 3 autres ça avait été, et lui ça marche pas, quoi. Alors quand Gabin a eu 17 mois, on a enfin écouté vos inquiétudes et vous avez été reçu par l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille où on vous a dit qu'il allait falloir nourrir artificiellement Gabin. Grâce à ça, il a pu reprendre des forces, il s'est mis à marcher. Est-ce qu'on vous a dit comment il allait pouvoir remanger par lui-même plus tard ? Est-ce que vous aviez une perspective ? Non, sur le coup, comme Gabin était assez hypotonique, puisqu'il ne s'alimentait pas assez, c'était prendre quelques cuillères dans la journée, voire un demi-petit suisse quand il y arrivait, parsemé de vomissements, de nausées. Donc, quand ils ont mis la sonde et qu'on a fait notre première nuit, on s'est dit, c'est la solution, quoi. C'est finalement une bonne solution. Et il a marché sur quasiment 2 ans. Parce qu'il avait assez de force et qu'il était bien, quoi. On pensait vraiment qu'il y avait autre chose. Et en fait, c'était l'alimentation qui posait problème. Mais ça veut dire que vous n'aviez pas de perspective, on ne vous a pas dit à partir de... Même nous, on ne se posait pas la question, puisque on trouve... sur le coup, ça a été tellement rapide entre le fait... lui, il y a vraiment un problème à course de poids, il ne leur manque pas, il n'a pas pris de poids depuis 6 mois, il fait toujours 9 kilos. On va lui mettre une sonde, il va grossir, vous allez voir, il va être bien, il va marcher, vous allez voir évoluer. Nous, on s'est dit, finalement, sur le coup, on ne s'est pas posé la question. C'était trop dans l'urgence, c'est trop... C'est après. C'était là, oui. C'est après qu'on s'est dit... mais il mange toujours pas, quoi, finalement. C'est bien, il est sondé, mais il mange pas, quoi. On va continuer d'en parler avec vous, Perrine. Véronique, d'où viennent ces troubles ? De quoi on parle, là, exactement ? Les troubles de l'oralité. Vous avez mis un mot, mais... Oui. Alors peut-être que c'est pas le bon mot, puisque finalement, il va falloir aussi réfléchir à une vraie, je dirais, dénomination par rapport à ce qu'on a compris pour ces enfants. Mais je pense que c'est toujours quand les choses ne vont pas qu'on essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe quand ça va bien ? C'est vrai que par rapport à ces enfants qui ne mangent pas, on s'est dit, mais quand un enfant mange bien, de quoi il a besoin finalement pour manger ? Est-ce que c'est simplement une sensation de faim ? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit d'être affamé pour manger ? Et là, on s'est rendu compte qu'avec ces enfants qui avaient un vécu très particulier du fait de leur nutrition artificielle et de leur hospitalisation, on s'est rendu compte que manger, c'est compliqué. Manger, ça suppose que pendant la première année, l'enfant ait pu mettre en place des acquis psychomoteurs, notamment découvrir qu'il a une bouche, c'est-à-dire que si on n'a pas pu investir sa bouche comme un espace oral de plaisir, finalement on ne pourra pas manger. C'est aussi une histoire sensorielle, manger c'est tous les sens en éveil. Vous savez toutes les mamans que manger aussi c'est de l'affectif, que quand on donne à manger à un enfant, on ne lui donne pas que le contenu d'une cuillère, mais c'est aussi tout le bain d'affect dans lequel on va lui apporter. Donc finalement, on s'est rendu compte que ces enfants, finalement, il manquait beaucoup de choses à ces enfants pour pouvoir manger. Mais par exemple, ça veut dire qu'en tant que parent, on a trappé quelque chose dans le jeu. Vous dites, il faut un certain nombre de choses pour... Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous êtes en train de dire, parce que en même temps, je suis sûre que l'affectif, à vous entendre, devait être là. C'est culpabilisant ce que vous dites là pour les parents? Non, c'est pas culpabilisant, c'est une remise. Qu'est-ce qu'on a manqué, quoi? C'est quoi? Est-ce que, par exemple, on a mis nos gamins devant une tablette et qu'il a su faire passer ça, mais par contre, il y a d'autres étapes qu'il n'a pas su faire? Vous provoque un peu Non, mais la première étape, c'est justement, il faut sortir que l'oralité ou qu'un trouble de l'oralité, c'est la bouche. En fait, le trouble de l'oralité, c'est penser surtout à bien installer un enfant.
Si un enfant ne sait pas qu'il a une bouche, il ne pourra pas l'utiliser comme un espace même pour manger. Donc la première chose, quand un tout petit naît, et surtout nous dans nos institutions, c'est de veiller à bien l'installer pour que finalement il puisse mettre en place cette fameuse coordination main-bouche et pouvoir porter des choses à sa bouche. Pardon, ça veut dire quoi installer? On parle de l'installer physiquement? L'installer dans son lit, l'installer physiquement dans un lit, dans un baby, dans un fauteuil, ça veut dire que les coordinations dont l'enfant a besoin pour pouvoir explorer la bouche, c'est la coordination main-bouche. C'est-à-dire finalement pouvoir porter ses mains à sa bouche. Si vous êtes mis en extension, que vous n'êtes pas dans un schéma d'enroulement, vous n'allez pas pouvoir porter des choses à votre bouche. Et on dit tous que l'enfant découvre le monde par la bouche. Donc finalement, c'est la première chose à veiller pour être un bon garant en termes d'oralité, c'est aider nos enfants finalement à bien les installer pour qu'ils découvrent leur bouche comme un espace de plaisir. Mais ça, Véronique, on ne le sait pas. Mais parce que quand un enfant va bien, finalement, les choses se font automatiquement. C'est-à-dire que quand un enfant va bien, vous l'avez dans vos bras, vous allez lui donner des choses dans ses mains, il va les porter à sa bouche. Nous, on est très vigilants par rapport à ces enfants qui sont à risque. Et c'est notre population du départ. Bien sûr. On a encore plein de questions à vous poser. On a demandé à nos téléspectateurs comment ils réagiraient face à un enfant qui ne mange pas. Regardez. Peur. Parce qu'on sait que c'est par là que ça grandit, quoi. Donc voilà, ça devient vite problématique un enfant qui ne mange pas. Pour moi, c'est synonyme d'un souci à traiter et rapidement, je pense. C'est pas normal. Ça me fait peur. Je me prends pas trop la tête avec les repas. C'est vrai que j'estime que si un enfant a faim, il va manger. Un enfant qui ne mange pas, il mangera au prochain repas. En même temps, voilà, après, on peut pas le forcer, le pauvre petit, quoi. Beaucoup d'idées reçues, Véronique Leblanc, qu'on vient d'entendre. Ce qui est normal, hein, on se pose tous beaucoup de questions. Est-ce qu'un enfant peut se laisser mourir de faim? Alors, un enfant qui a... On dit plutôt, un enfant ne peut pas se laisser mourir de faim. C'est comme ça qu'on se rassure entre parents. Est-ce qu'il peut, à l'inverse, en fait, vraiment se laisser mourir de faim? Alors, personne, je ne vais pas vraiment répondre directement à votre question, personne ne laissera un enfant mourir de faim. Si on part d'un enfant qui a une nutrition artificielle et qu'on reste dans ce schéma magique, il suffit de l'affamer, donc d'arrêter la nutrition artificielle pour qu'il se mette à manger alors qu'il a un trouble de l'oralité, oui, il va pouvoir se laisser mourir de faim. Par contre, si on sort de ce type de nutrition, c'est-à-dire que ce qu'on a compris pour ces enfants-là vaut aussi pour des enfants qui n'ont aucune maladie digestive ou autre maladie et qui vont présenter aussi ces troubles de l'oralité. Ce sont ces enfants qui ne mangent pas de morceaux et qui n'arrivent pas à aller vers l'étape du morceau. Donc ceux-là, il est évident qu'ils ne vont pas se laisser mourir de faim puisque ceux-là vont être encore à des étapes soit du lys ou du biberon. Mais ces enfants qui sont en nutrition artificielle, bien sûr, aucune équipe ne les laissera mourir de faim. C'est-à-dire que si au bout de 2-3 jours, on voit qu'ils ne se mettent pas à manger, on rebranche la nutrition artificielle, mais ils pourraient effectivement se laisser mourir de faim. Alors peut-être l'histoire de la sonde et de cette nutrition artificielle, à partir de quand on décide de la poser? Ça dure combien de temps pour l'enfant? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Quand il y a des sondes qui sont décidées dès la naissance, quand par exemple dans des maladies digestives graves et chroniques, dès les premiers jours de vie, les nutritions artificielles peuvent être mises en place. En néonatologie aussi, il y a des supports nutritionnels qui sont mis en place dès les premiers jours de vie. Il faut savoir que la nutrition artificielle, c'est une vraie décision médicale qui va faire que l'objectif est soit finalement l'enfant est en danger vital du fait d'une maladie, donc on décide de cette nutrition, ou l'enfant est en danger nutritionnel et on décide aussi de cette nutrition. Donc ça c'est le cas du petit Gabin, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il est trop faible, il est hypotonique, comme vous le disiez. On a une discussion aussi de maladie qui n'est pas franche, donc... Il est plus grand, mais il y a un danger nutritionnel, donc on a recours à la nutrition artificielle, ou il a une maladie qui fait qu'il ne va pas pouvoir s'alimenter correctement, donc se mettre en danger, donc on décide aussi de la nutrition artificielle. Donc ça peut débuter très tôt et ça peut durer très longtemps. D'accord. Alors Sandrine, vous êtes la maman de Janelle qui a 11 ans, qui est née grande prématurée, qui ne mangeait que très peu. Et à 6 mois, on vous a proposé une sonde nasogastrique comme mode d'alimentation. Dans quel but ? Donc le but, c'était sur du court terme. En fait, elle est née, elle prenait des biberons de 70 ml, sauf qu'elle sur les 70 ml, elle prenait 10 millilitres et après, elle dormait 6 heures. Moi, j'ai eu un bébé que les mamans m'enviaient parce que moi, elle a fait ses nuits très tôt, très vite, mais il ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas. Et il ne ressentait pas la faim. Enfin, voilà, même le ventre que j'entendais gargouiller,
proposé un biberon, c'était pour elle pas possible de ouvrir la bouche. C'était pas, elle n'avait pas l'envie, il n'y avait pas cette envie de mettre en bouche et de déglutir. Et à 6 mois, on a été à l'hôpital parce qu'à 6 mois, elle faisait 1,880 kg. Elle n'arrivait pas à reprendre le poids qu'elle avait, vu qu'elle est née à 845 grammes. Donc, comment vous le viviez? Ça doit être extrêmement dur, ça. Je l'ai vécu, c'est mon premier bébé, donc jeune maman. Et en fait, on vous fait comprendre à un moment, l'heure des repas, de ne plus être là pendant les heures de repas, lors de l'hospitalisation, de ne pas venir au repas, parce qu'en fin de compte, on me culpabilise, on me dit que c'est cette relation que j'ai, c'est moi qui l'empêche de manger. C'est vous qui êtes toxique. Voilà, donc je sors des heures de repas, j'attends en bas à la cafétéria. Enfin, voilà. Véronique Leblanc, c'est choquant non, de dire ça aux parents? Oui, c'est très choquant et c'est pour ça qu'on a. Oui, et c'est pour ça qu'on a sorti la notion de trouble de l'oralité, parce que c'est ce que je vous disais au début. À une époque, on raisonnait finalement quand un enfant ne mangeait pas. Première chose, c'est le pédiatre. Bilan organique négatif, donc c'est forcément psychologique, et on sait tous très bien que quand c'est du psychologique, c'est forcément la relation mère-enfant qui finalement est en cause, et de ce fait-là, l'enfant ne mange pas. Oui, c'est très culpabilisant pour ces mamans et pour les familles. C'est culpabilisant et ça n'aide pas surtout, ça ne permet pas de soigner. Ça n'aide pas et ça ne permet pas effectivement d'aider l'enfant à manger. Ouais, une grande culpabilité, d'autant qu'en plus vous aimez la bonne nourriture. J'avais le baby cook. À ces 8 mois, qu'est-ce qui s'est passé à ces 8 mois de particulier qui vous a tellement marqué? À ces 8 mois, donc elle avait la sonde et en fin de compte on me disait de quand même de la stimuler, parce que j'avais rencontré une psychomotricienne, donc voilà. Et à ces 8 mois, j'essaie de le faire à manger. Donc j'ai fait des soupes, j'ai fait du moulinet, j'ai fait des compotes. Des faits maison et des faits avec le cœur. Et j'ai fait des boissons et elle a rien pris. Elle en a hurlé, j'en ai pleuré aussi. Et en fin de compte, mon époux est rentré et a vu la cuisine complètement dévastée. Et moi qui ai dit, c'est terminé, je ne mets plus rien en bouche, je laisse tomber. Il y a cette machine, et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et puis voilà. Et donc, si on comprend bien, pour que tout le monde comprenne bien, non plus tout ce qui était sucré... ni sucré, ni acide, ni salé. Enfin, c'était... justement, et comme disait Madame Leblanc, le fait de la positionner, moi j'ai pas appris à l'asseoir, vu qu'elle s'est tenue assise, elle avait 8 mois, et en fin de compte très tard, et en fin de compte la mettre dans cette chaise, j'ai pas su, parce que en fait, moi je l'ai posée et avec pour vous c'était évident? Voilà, et en fin de compte non, il y a vraiment une position, et c'est vrai que ses mains étaient vraiment au niveau de sa bouche, pour protéger sa bouche. Donc en fin de compte, on a cette barrière qui fait que déjà, elle comprenait que de toute façon, je ne mettrais rien dans sa bouche, et c'était sa protection. Véronique Leblanc avait les mains devant sa bouche, donc pas loin aussi du geste de mettre sa main dans sa bouche et de découvrir la relation entre les deux, non? Je pense qu'il y a 2 choses importantes qu'a dit cette maman, c'est que d'une part, qu'effectivement, chez ses enfants, des choses en termes de diagnostic différentiel, c'est que c'est pas une histoire de goût. C'est-à-dire un enfant qui a un trouble de l'oralité, vous allez aller pouvoir dévaliser tout ce qu'il y a dans le supermarché, c'est pas pour ça qu'il se mettra à manger. Ça, c'est très important. Et effectivement, dans les anamnèses qu'on retrouve très souvent, dans les histoires de ces enfants, quand on questionne les parents, ils vous disent « Ah oui, c'est vrai, il n'a jamais mis rien à la bouche. C'est vrai qu'il portait rien à sa bouche. C'est vrai que, contrairement à son frère ou à sa sœur, finalement, les objets, je le voyais jamais rien explorer quelque chose, jamais rien porter à sa bouche. » Et ça, c'est vraiment des éléments très importants dans le diagnostic. On comprend ça et on sait pourquoi un enfant ne met pas quelque chose à la bouche. Parce qu'on ne lui a pas montré, parce qu'il n'en a pas l'idée, parce que... Alors, non, la base, c'est vraiment ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est l'installation. C'est-à-dire que le tout petit, finalement, il a un axe central. On a tous un axe central, et ça va être le travail des psychomotriciens dans la prise en charge du trouble de l'oralité. Et l'objectif, c'est d'aider le tout petit à se rassembler autour de son axe central, c'est-à-dire de pouvoir arriver à porter ses mains à sa bouche et pouvoir du coup porter ses doigts à sa bouche et explorer sa bouche. Et c'est grâce à ça finalement qu'il découvre qu'il a une bouche et que cette bouche peut être source de plaisir. D'où l'oralité, la base, l'installation du tout petit. Mais c'est vrai que quand on est maman et que notre enfant va bien, tout ça se fait naturellement. Nous, on ira repenser pour ces enfants, pour qui c'est compliqué, qui ont vécu des choses difficiles en hospitalisation, mais la majorité des enfants, tout ça se fait naturellement. Pour bien comprendre, c'est quoi les positions à éviter alors Les positions en extension. C'est quoi? C'est
Un schéma en extension, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez les bras complètement en partie. Donc, il ne faut pas hésiter à rapprocher, à rassembler son Ils ne enfant. sont pas contenus, quoi. Ils ne sont pas contenus, c'est exactement le mot exact. Et Ouais. en prévention, ce qu'on fait, c'est qu'on met les bébés dans des cocons pour que finalement, ils soient complètement ramenés sur eux-mêmes et bien contenus. C'est intéressant parce que le coup du bain de Joe tout Oui, à l'heure, oui, j'ai regardé. vous voyez, Tout à fait. il y a quelque chose de... J'ai regardé On est et dans la même justement, histoire, ouais. voilà, et dans les troubles de l'oralité, quand justement, c'est surtout aussi les défenses sensorielles qui sont à l'ordre du jour. Parfois, dans l'anamnèse, les parents nous disent ah non, le bain c'est pas possible, le toucher c'est pas possible. On encourage les parents à donner le bain entouré d'une serviette de bain pour que justement les choses se passent plus en douceur et de manière contenue. C'est vraiment le terme adapté contenu. Est-ce que les bébés qui ont été allaités, a priori, ils sont préservés des troubles de l'oralité? Non. Parce que on voit, vous parliez de contenu, donc on est là au sein. Non, pas spécialement. pas spécialement, pas D'accord. spécialement. Non. Alors on continue votre histoire, Sandrine, puisque quand Janelle a eu 18 mois, donc vous avez vu un gastropédiatre à ce moment-là pour la pose de ce fameux bouton, et c'est à ce moment-là seulement qu'on vous a parlé des troubles de l'oralité. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? En fait, l'hôpital d'où je venais dans le 92 m'a conseillé d'aller voir le gastro, parce que ça faisait 18 mois que je posais la sonde. Donc c'est très long. Après, plus tard, j'ai appris quand même moi-même la poser. Donc c'est moi qui la posée. Donc 18 mois. Et en fin de compte, je rencontre ce gastropédiatre. Et au départ, c'est pour me parler du bouton de gastrostomie et me dire voilà que ça va lui permettre de travailler sur l'oralité. Donc déjà, j'entends le terme oralité. Et puis, je suis en défense parce que je me dis, non, on m'a dit que la sonde, c'était pour un temps. Le bouton de gastrostomie, c'est quand même une chirurgie. Elle va être anesthésiée le temps que ça se referme. Je lui ai dit non. Et en fait, il m'a parlé de Madame Leblanc et en me disant, il faut vraiment que vous la rencontriez pour parler des troubles de l'oralité. Sur le coup, je lui ai dit non pour le bouton de gastrostomie. Donc, je lui ai dit, non, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et puis, parce que, de toute façon, comme on dit qu'elle n'a pas de problème mécanique et tout, donc... Voilà, pas besoin, on va voir ce que c'est ces troubles de l'oralité et rencontrer Madame Leblanc. Donc je suis repartie, chercher ce que c'était les troubles de l'oralité et puis chercher Madame Leblanc. Et ça a été un soulagement quand vous avez compris les choses Oui, parce qu'en fin de compte, déjà, le premier soulagement, c'est de dire que ma fille pouvait se laisser mourir de faim. Donc, contrairement contrairement au fait que, parce qu'il y a la nutrition, donc vous nourrissez votre enfant par quelque chose d'une nutrition artificielle, donc la faim va venir, parce que comme on dit, l'appétit vient en mangeant, mais moi je ne l'avais pas, donc c'était pas cohérent, voilà. Et en même temps, de se dire que on peut lui mettre, elle peut rester toute une journée et passer, même si vous mettez des parcours de nourriture et qu'elle ne sera pas intéressée, et qu'il y a tout un travail à faire, que, en fait, justement, de revenir à son histoire et à son corps, qu'elle-même touchait des choses, elle ne pouvait pas et tout, parce que ça lui donnait un peu ce côté nauséeux. Et oui, ça a été un soulagement d'entendre déjà que ma fille pouvait se laisser mourir de faim, mais qu'il y avait des solutions pour qu'elle prenne plaisir à manger et à trouver le plaisir à manger surtout. Voilà. Sans doute moins de culpabilité. Tout à fait, oui. Pour vous. Claire, votre petit garçon Nikita, il a 8 ans aujourd'hui et il a aussi un trouble de l'oralité qui est un peu différent. C'est vers l'âge d'1 an, quand vous avez commencé à lui donner des morceaux, ça passait pas. Donc évidemment, ça a été bouleversant pour vous, on le comprend. En tant que maman, c'est pas facile. Et puis à 2 ans et demi, on vous a enfin écouté et on vous a parlé de troubles de l'oralité, mais finalement, sans vous donner de solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce qui vous a manqué? Alors juste pour revenir à la question précédente, en 2 mots, j'ai eu des jumeaux. Donc moi j'ai vécu l'expérience de Nikita, mais au travers du regard de sa sœur, puisqu'il avait une sœur jumelle qui elle a une évolution normale. Et par rapport à ce que nous venons de dire, donc ils ont été nourris pendant 3 semaines en couveuse à l'hôpital par le biais d'une sonde, mais ensuite je les ai allaités et je leur ai donné le biberon. Voilà. Donc ça, c'était juste pour fermer la parenthèse sur la question de tout à l'heure, sur les troubles de l'oralité et l'allaitement. Donc tout s'est très bien passé. Ils mangeaient parfaitement bien. Ensuite, on est passé aux purées et aux compotes mixées. Ils mangeaient en quantité très satisfaisante. Mais en effet, lorsque j'ai commencé à présenter des alimentations moins lisses, sa sœur y est passée avec grand plaisir, mais lui n'a pas pu. Et donc, qu'est-ce que vous expliquez quand vous avez consulté?
Eh bien, en fait, au départ, je suis allée voir un dentiste, puis je suis allée voir un orthodontiste, puis je suis allée voir une psychologue, parce que je ne comprenais pas. Et la pédiatre ne connaissait pas les troubles de l'oralité. Et puis, vous savez, quand vous avez un enfant qui a entre 1 et 2 ans et que vous sentez qu'il y a un problème, moi, je le sentais d'autant plus, comme je vous le disais, qu'il avait une sœur jumelle. Oui. Donc, eh bien, vous trouvez toujours beaucoup de gens sur votre route pour vous dire que non, que vous vous faites des idées, qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut en profiter, que c'est un bébé, c'est pas grave, s'il ne mange pas de morceaux pour le moment, ou bien d'autres gens qui vous disent qu'en effet, il y a peut-être un problème psychologique dans la relation mère-enfant. C'est pour ça que vous avez persévéré. Non, ça n'a rien à voir, il s'est cassé la jambe, il a très mal vécu ça parce que c'était juste une semaine après qu'il ait fait ses premiers pas. Et il avait des réactions tellement, dures, que je suis allée voir une pédopsychiatre qui ne s'est pas du tout inquiétée pour sa jambe. Mais quand je lui ai dit au détour de la conversation qu'il ne mangeait toujours pas de morceaux, elle m'a parlé d'une consultation qui existait relative aux troubles de l'oralité. Donc c'est elle qui m'a guidée vers un hôpital. Voilà. Et vous avez rencontré un orthophoniste ? Alors j'ai rencontré, oui, une équipe pluridisciplinaire et on m'a conseillé d'aller voir une orthophoniste. Donc j'y suis allée 2 fois par semaine. Pour quel travail sur Nikita ? Alors pour un travail de toucher, d'abord, au départ. Donc l'orthophoniste lui a fait toucher avec les mains des matières, alors non alimentaires d'abord, et puis ensuite des matières alimentaires, parce que ces enfants-là, enfin en tout cas Nikita, ne pouvait même pas toucher beaucoup d'aliments. C'était très difficile pour lui. Vous avez vu une progression ? Alors, progression, oui, très impressionnante. C'est-à-dire, au fur et à mesure du travail fait avec l'orthophoniste, eh bien, la palette d'aliments qu'il était capable de mettre en bouche s'est élargie. Et puis ensuite, les textures également ont beaucoup évolué. Et puis, quand Nikita a eu 4 ans, là, vous avez rencontré une autre spécialiste qui vous a mis sur la voie, qui vous a peut-être laissé entrevoir ce que Nikita avait, quelles étaient les causes des troubles d'oralité. Voilà, alors là, ça a changé ma vie. Il avait 5 ans. Ça a changé ma vie parce que jusqu'à présent, on tâtonnait, c'est-à-dire qu'il était avec une orthophoniste qui avait fait un travail formidable, mais je ne comprenais pas la logique. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'était que ces troubles. Je voyais leurs manifestations à la maison, mais je n'arrivais pas à comprendre quelle était la logique et comment on allait s'en sortir. Bien sûr. Jusqu'à ce que je rencontre Véronique Leblanc, qui m'a expliqué très simplement que ce qu'un enfant ne pouvait même pas regarder, sa main ne pourrait jamais le toucher, et ce que sa main ne pouvait pas toucher, il ne pourrait jamais le mettre à la bouche. Donc voilà, il y avait 3 étapes. Le monde, c'est clair. Ça m'a, voilà, ça a changé ma vie, quoi, parce que du coup, j'ai pu avoir une feuille de route, si je puis dire, et puis mettre en place des exercices, accompagnée par des professionnels. Mais... Véronique, le message à faire passer en termes de prévention pour les personnes qui nous regardent, qui entendent l'histoire du toucher, regarder et à la bouche, là, c'est quoi ? Alors, on va vraiment définir ce que c'est que manger. Manger, sensation de faim, ok. Manger, un plaisir relationnel, ok. Et manger tous les sens. Manger, découvrir sa bouche, l'installation, le plaisir oral. Et manger tous les sens en éveil. Vous êtes bien d'accord que quand vous mangez, que quelque chose arrive devant vous, vous regardez, des fois vous sentez un peu. Et puis déjà, si visuellement ça ne vous plaît pas trop, vous n'allez peut-être pas trop y toucher. Si olfactivement ça ne vous plaît pas trop, vous n'allez pas y toucher. Et si vous apportez devant votre bouche et que ça ne vous plaît pas, vous ne le mangerez pas. Donc n'oubliez pas que manger, c'est tous les sens en éveil. Et chez ces enfants qui ont un trouble de l'oralité, il y a ce qu'on appelle des irritabilités sensorielles, c'est-à-dire des irritabilités visuelles, des irritabilités olfactives, des irritabilités tactiles, tactile main et tactile bouche. Et donc dans ce que Claire vous a expliqué, c'est tout ce travail qu'on va faire avec ces enfants en travaillant sur du non-alimentaire et sur de l'alimentaire. Alors justement, Véronique Leblanc, pour aider vos jeunes patients à prendre goût à l'alimentation, vous les suivez bien sûr à l'hôpital, mais pas seulement. Vous proposez à certains enfants de participer à la balade gustative, un séjour thérapeutique en famille que notre journaliste Irma Carvan a pu découvrir le temps d'une journée. Regardez ce reportage. Au domaine Vincenti, près de Valence,
c'est le début d'un séjour un peu particulier. À l'initiative de Véronique Leblanc, la balade gustative accueille pendant toute une semaine des enfants ayant de grosses difficultés à s'alimenter. Et les parents sont conviés. Le projet de balade gustative est né il y a maintenant une dizaine d'années parce qu'il me semblait important de pouvoir proposer quelque chose en dehors de l'hôpital, quelque chose en groupe qui réunissait parents et enfants professionnels autour de ce trouble de l'oralité. Chez ces enfants, les troubles de l'oralité se manifestent par une hypersensibilité au niveau du goût et des odeurs. Pour bien grandir, tous reçoivent une alimentation par sonde ventrale la nuit parce qu'il leur est presque impossible de s'alimenter par la bouche. On essaye de faire passer d'un côté de l'autre côté tous les deux. Je te montre. Je peux t'en prendre un. Regarde. Tu regardes ma bouche à moi. Après. C'est quand tu en prends juste un peu. Tu peux en prendre juste un, c'est plus facile avec. À travers des ateliers très différents, on essaye de leur apprendre ou de leur réapprendre à manger. Au programme aujourd'hui, un jeu avec Alison Rico, orthophoniste. Pour bien manger, il faut que la bouche elle fasse plein de mouvements différents. Il faut qu'elle sache les faire, mais surtout qu'elle aime les faire, qu'elle prenne du plaisir à faire tous ces mouvements. Alors on va s'entraîner tous ensemble avec un jeu de loi. On va faire plein de grimaces, plein de bruits et plein de petites choses tous ensemble. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5. Alors qu'est-ce qu'on va faire là ? La journée se poursuit avec une balade en poney. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ça participe aussi au travail sensoriel. Grâce au poney, finalement, ils vont pouvoir avoir l'odeur. Vous avez vu à quel point ça sent une certaine odeur quand on arrive au Poney Club. Et puis aussi ce côté-là tactile, où finalement, ils vont pouvoir brosser le poney, le toucher, l'appréhender avec leur nez, avec leurs mains, pour pouvoir effectivement avoir un vrai contact avec ce poney. Avant de descendre, vous allez faire un gros câlin à vos poneys en vous penchant vers l'avant et en les prenant dans vos bras comme ça. Passe ta tête. Voilà. Super. De retour au domaine, les enfants sont à présent confrontés au goût et à la matière. C'est l'heure de l'atelier chocolat et ici, tous les coups sont permis. Et les mamans ne sont pas en reste. T'essayes de l'attraper. Et est-ce qu'on essaye de le goûter ? On n'essaye pas de le goûter ? Pour ces enfants qui ont des difficultés alimentaires, l'idée c'est de les aider à repasser par ces étapes, de toucher, de découvrir l'aliment autrement, de se rendre compte que les aliments ont une texture, une couleur, une odeur qui sont très différentes et que du coup avant de le mettre en bouche, il y a plein de choses qu'on peut découvrir, qu'on peut faire pour aider l'enfant à les apprivoiser tout doucement, pour arriver du coup tout doucement autour de la bouche dans une idée de plaisir de tous les sens. Ici, le mot d'ordre, c'est le plaisir. À l'heure des repas, les enfants ont donc chacun leur aliment copain. Alors ici, vous êtes dans la caverne d'Ali Baba de la balade gustative où effectivement, nous avons besoin de faire des courses en fonction des goûts copains des enfants. Parce que chaque enfant a des aliments préférés qu'il va retrouver à chacun de ses repas. Alors bien sûr, dans vos assiettes, vous allez avoir vos aliments copains. Vous allez manger les spaghettis bolognaises, le jambon, tout ce que vous aimez. Mais après, moi j'aimerais bien qu'on puisse aussi regarder, sentir, toucher. Peut-être faire un petit bisou à, je sais pas, à une courgette, un petit bisou à une carotte, peut-être essayer de la mettre dans notre bouche. Et vous savez bien qu'ici, on a le droit de recracher. C'est-à-dire que si la carotte, on arrive à la mettre en bouche, mais qu'on ne peut pas la manger, eh ben, on pourra la recracher. De toutes petites quantités qui augmenteront avec le temps. L'objectif de la prise en charge, aider peu à peu les enfants à se passer de nutrition artificielle la nuit. Vous faites un travail bluffant, Véronique Leblanc. Je crois que vous avez un message à passer justement parce que vous n'êtes pas seule à travailler. Non, en fait, la balade gustative, donc c'est un séjour thérapeutique. Cette balade gustative existe depuis 8 ans, mais si elle existe, c'est parce qu'il y a des mécènes derrière. Et en fait, elle existe parce qu'on a la fondation Bébrone qui finance intégralement cette balade gustative. Et on a la chance aussi d'avoir à nos côtés Anne-Sophie Pic, chef étoilée à Valence, qui chaque année accueille les enfants pour un atelier. Et vraiment, elle s'est beaucoup impliquée dans ce projet. Et on a en projet d'essayer de sortir
pour d'autres enfants, parce que la balade gustative, c'est malheureusement que 10 enfants, donc ça ne fait pas beaucoup d'enfants par rapport au nombre d'enfants qui en ont besoin. Donc on aimerait bien récolter des fonds pour créer une vraie structure qui pourrait accueillir des balades gustatives à l'année. Le message est passé. Espérons que vous serez entendu. Perrine, vous avez pu participer à cette fameuse balade gustative. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à votre enfant? Ça m'a fait découvrir des choses sur Gabin. Par exemple, le fait d'avoir un aliment copain. D'avoir à lui un aliment copain. Un aliment qu'il appréciait et que je savais qu'il l'appréciait, mais je ne savais pas que je pouvais le proposer tous les jours à chaque repas. D'accord, c'est quoi cet aliment copain? C'est un biscuit apéritif à base qui craque, voilà, qui fond surtout. Ah, qui fond. Donc on ne doit pas le mâcher, il s'avale facilement. Et donc j'ai découvert que je pouvais le proposer à tous les repas, il n'y avait pas de souci. Donc j'ai perdu mes repères par rapport à mes autres enfants parce que en fait Gabin, tant qu'il veut, il peut quoi. Et il y va souvent? Il est vers son aliment copain? On le propose à chaque repas. Et donc il en mange 2-3 quoi, mais pour nous c'est déjà il déglutit, il prend plaisir à manger quelque chose et c'est super important. Et pour nous dans notre logique avant la balade gustative, c'était pas de lui proposer tous les jours le même aliment quoi. On voyait pas l'intérêt qu'il mange tous les jours ce même aliment. Même nous et aujourd'hui on le fait et c'est vrai que tout ce qui est pris quoi. Oui, j'imagine. Et pour vous Sandrine aussi, l'aliment copain ça vous dit quelque chose? Oui. Quel est l'aliment copain de Janelle? La soupe au potiron. Et la soupe au potiron, la cuillère de soupe de potiron qui a été l'aliment copain pendant jusqu'à la rentrée de CP. Donc c'était une cuillère et justement je rejoins Perrine dans le sens où on se dit il faut diversifier, Non, moi, à un moment donné j'ai accepté que le midi, je proposais de la soupe au potiron. Le soir, de la soupe au potiron. Elle prenait une cuillère, je prépare. Voilà. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fin de compte, il faut leur faire une belle table avec des couleurs, avec de la couleur. Et moi, je sais que justement, c'est ce qu'on essaye de un peu revendiquer dans les hôpitaux quand ils ont des troubles de l'oralité, de leur faire des belles tables. Parce que des fois, le plateau, il n'est pas sympa. Et franchement, moi, je prends un bol avec ses personnages préférés et je mettais à la cuillère. Et puis voilà, elle prenait une cuillère de soupe. Elle prenait une cuillère de soupe. Ça ne s'empêche pas de proposer ce qu'on a préparé aussi pour les autres enfants, pour la famille. Ça n'empêche pas, mais c'est vrai que on le met parce qu'on sait qu'il est apprécié, qu'il va être mangé en petite quantité, mais qu'il va toujours au moins déglutir, apprécier ce qu'il va manger. On est dans du plaisir. En fait. Alors Sandrine, elle a 11 ans quand même maintenant. Donc comment vous envisagez l'avenir avec elle? Qu'est-ce qui se passe? L'avenir avec elle. Alors, comment elle va aujourd'hui par rapport à la nourriture? Elle va bien. Déjà, elle ce sentiment de vouloir, de voir les progrès qu'elle a fait, et à chaque balade de voir que elle faisait un pas en avant et tout. Et le désir aussi. En fait, ce qui a été un déclic pour elle, c'est d'aller dormir chez ses cousins. Et pour dormir chez ses cousins, il ne faut pas qu'il y ait la machine. Donc il y a vraiment, à une consultation, elle a dit à demi-mot au gastro, j'ai envie d'aller dormir chez mes cousins. Donc il lui a dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me proposes? Et elle a proposé que le matin, elle prendrait un peu de perles de lait. Et en fait, ce petit yaourt bien lisse et facile, et puis qu'on enlève une nutrition. Et en fin de compte, ça lui a donné un déclic de pouvoir faire des progrès et de mettre un peu plus en bouche. Et puis parce que une journée sans nutrition, ça leur fait quand même perdre un peu d'énergie. Donc il faut compenser. Donc voilà, le fait de pouvoir la débrancher. Et puis après, on a eu 2 nuits. Et donc on est vraiment dans un chemin de se dire que de progression, voilà. Vous pensez qu'elle va pouvoir s'en passer un jour, Janelle, de ce bouton? Moi je dis oui. Véronique Leblanc, c'est un long travail, et je sais que oui. Voilà. Il n'y a pas de règle, j'imagine que ça dépend, c'est l'histoire de chaque enfant. Je voudrais juste revenir sur la notion du goût copain, parce que c'est vraiment important, la notion du goût copain, pour donner des petites recettes peut-être aux mamans. Très rapidement, très rapidement. C'est vrai que c'est pas une histoire de goût pour un enfant qui a un trouble de l'oralité. Il doit avoir des repères. Donc si vous changez tous les jours d'aliments, il n'a pas de repères. Alors que si vous lui donnez tous les jours le même, alors vous n'allez pas faire ça avec tous les aliments. Mais au point de départ, c'est vraiment très important. Vraiment très ils peuvent s'en sortir, ces enfants-là? Oui, ils peuvent. Il faut des années? Alors, il faut des années. Alors, il faut faire la distinction entre celui qui en aura besoin pour une maladie digestive grave et dont il ne sera peut-être jamais sevrable. Donc là, ça existe, ça. Et celui qui en a, mais dont la maladie est guérie, mais dont il ne peut pas se passer parce que finalement, il a son trouble de l'oralité. Une fois qu'on a soigné le trouble de l'oralité, qu'on a guéri le trouble de l'oralité, ces enfants peuvent être sevrés de leur nutrition artificielle. Ça veut dire que pour tous les parents qui nous regardent, au moindre doute qu'on a sur l'alimentation de notre enfant, on va voir un pédiatre.
c'est ça, on va voir un professionnel tout de suite, on ne perd pas de temps. Non, on ne perd pas de temps. Merci beaucoup Véronique Leblanc, merci beaucoup à toutes les trois pour vos témoignages et on remercie Magali Massa qui a préparé ce dossier. On voudrait vous accueillir pour parler d'un autre sujet. Vos enfants ont été responsabilisés très tôt, voire trop tôt, parce qu'il y a eu un accident, la vie, un handicap, une difficulté passagère, quelle que soit la raison. En tout cas, votre enfant a dû grandir un petit peu plus vite que la moyenne. Comment est-ce qu'il a vécu la situation? Venez nous raconter. On voudrait aussi consacrer une émission au dépistage anténatal. Vous êtes enceinte et vous souhaitez être bien informée sur les derniers progrès du dépistage. Ou alors pendant votre grossesse, une particularité a été décelée grâce au dépistage. Comment vous l'avez vécu? On a besoin de vos témoignages, donc surtout n'hésitez pas. Puis votre enfant est un solitaire, il a très peu d'amis, ou voire pas du tout. Est-ce qu'il souffre de cette situation? Et puis vous, comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous en pensez? Venez partager votre expérience sur notre plateau, puis posez vos questions aussi à nos spécialistes. Vous avez notre adresse email, vous pouvez aller aussi sur le site des maternelles, rubrique appel à témoins. Est-ce que tu as un livre, Nathalie? Je crois que nous n'avons pas le temps, mais c'est promis, je le garde pour demain. Allez, merci à tous. On se retrouve demain pour parler de ces femmes qui sont quittées pendant leur grossesse. Bonne journée sur France 5. Rendez-vous à 11h45 avec les amis de la quotidienne. Salut à tous.